ouvrons cette semaine, mesdames et messieurs, avec spécial débat. Spécial débat reçoit pour vous Laurent Onyemba, membre d'Ensemble. Et avec lui, nous allons, mesdames et messieurs, communiquer. Nous allons parler, nous allons connaître ses points de vue par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe en RDC et pourquoi pas à travers le monde aussi. Très heureuse d'être avec nous, Laurent Onyemba. Merci, Madame Paulet. Nous allons commencer un peu par la France, qu'on le veuille ou pas. Les élections françaises se sont passées. Macron a été réélu avec 58, quelque chose. On se pose toujours la question, comment chez eux les résultats, c'est le même jour, les élections dimanche et le soir, on a les estimations, les résultats. Comment ils font pour préparer aussi calmement leurs élections, sans contestation, sans problème? Je vous remercie énormément, Madame. Je vous en prie. Il faut dire que la démocratie africaine, en réalité, ou les démocraties africaines, je voulais parler des États, ont pour modèle, en fait, la France. La France reste depuis plusieurs années, décennies, les modèles de gouvernance et les modèles électoraux. Le système franco-belge a beaucoup fondamentalement influencé notre système politique et même notre constitution comme pays, de par l'organisation des pouvoirs et de par l'opérationnalité des institutions. Nous sommes beaucoup plus éloignés de la démocratie américaine et que nous sommes beaucoup plus proches de la démocratie française. Même la doctrine française, elle est en fait les grands-parents de la doctrine congolaise en droit constitutionnel, en droit privé judiciaire, en droit économique. Nous avons des textes qui sont fondamentalement, et même la jurisprudence congolaise en termes de décisions rendues par les cours des tribunaux, c'est fondamentalement une jurisprudence assise sur le droit français. Sur le droit français. Et donc, c'est une démocratie qui date d'assez très longtemps. Ça, c'est déjà un indicateur. Mais aussi, ils ont dépassé les velléités des nominations des acteurs publics. On connaît la confection du fichier électoral, on connaît les règles des jeux, on connaît les principes, et ici, la vérité des urnes est un débat de bas étage. Et chez eux, ils ont mis des mécanismes tels que le jour où vous votez, tous les Congolais ou bien tous les Français sont au courant de qui a voté, où il a voté. Mais cela part d'où? Cela part de l'identification des Congolais. Nous sommes une aventure universelle. Plutôt, je voulais parler non, je ne parle pas de la démocratie congolaise. Nous sommes une vaste aventure universelle. Le Congo, au-delà du territoire, au-delà d'une population, au-delà d'un pouvoir avec tous les corollaires, le Congo est une hypocrisie constitutionnelle. Parce qu'on ne peut pas considérer que, plus de 55 ans après notre indépendance, aucun Congolais, aucune autorité ne peut vous dire combien de Congolais existent sur le territoire national congolais. Si déjà donc les Congolais ne sont pas identifiés, ne sont pas connus, encore que ces estimations partent justement des PNUD, des organisations internationales. Et ces organisations-là font de l'extrapolation parce qu'ils n'ont pas fait les recensements. Et donc, à partir du moment où nous n'avons pas la carte pour citoyens, la carte d'identité, ça viendra. Personne ne connaît combien de Congolais sont majeurs et qui peuvent voter. À combien, plus forte raison, identifier combien d'étrangers sont chez nous. À partir du moment où ces indicateurs posent problème et qu'il y a une juxtaposition de gouvernance, une juxtaposition d'autorité que personne n'a compris, que le développement ne peut se confectionner. Je me rappelle à l'époque, honorable Jeannette Kabila a souligné cette question alors que le Premier ministre Matata Ponyo présentait le programme du gouvernement en disant est-ce que nous ne pouvons pas mettre au devant de la scène la question du recensement parce que on ne peut pas jeter les bases d'un développement sans connaître fondamentalement combien de Congolais. Et cela a un impact induit sur le système électoral. Vous ne pouvez aller à une compétition électorale avec des spéculations des Congolais en voie de voter. Et donc, se rajoute cette volonté politique à vouloir absolument nommer des animateurs d'institutions au travers des députés, des sénateurs et même des chefs d'État. À 3 cycles électoraux,
nous avons connu jamais, alors jamais, une proclamation sans qu'il y ait à la fin, si ce ne sont pas les coups de canon, c'est un challenger qui prête serment, soit sur la Bible, soit de sa chambre à coucher. Je n'ai pas dit, vous avez vu en France, Mélenchon, vous avez vu Pécresse, et vous avez entendu le discours de Marine Le Pen. Mais qu'en réalité, ils ont dépassé les velléités de contestation, et je voulais dire bête, des chiffres, parce que c'est automatique. Mais nous avons d'abord on confectionne une CENI qui n'est pas le fruit d'un consensus. Déjà ailleurs, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Ça signifie que du point de vue éthique et moral et démocratique, on a élagué tout ce qu'il y a comme problématique de voir un animateur, le président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vouloir coûte que coûte désigner des députés, s'immiscer dans la fonction électorale, au point que les gens sont à l'aise. Mais chez nous, nous avons déjà décidé d'avoir une commission électorale nationale indépendante. De par la nomenclature, ou même de par l'instance de cette commission, elle est le fruit d'un consensus. Elle vient de l'accord global et inclusif, à l'époque CI, et puis avec la réforme, elle est devenue une CENI. Ça signifie que les animateurs ne peuvent être le fruit d'un consensus. Maintenant, je vous pose la question. De l'histoire de cette centrale électorale, pour ne pas remonter jusqu'au déluge, à la physionomie de l'actuelle CENI sous Kadima, vous pouvez imaginer un seul instant que Kadima pourra prendre un résultat qui ne finit pas sur deux choses. La contestation des vérités et, fondamentalement, le coup de canon. Mais il y a quand même des réformes. Qu'est-ce que vous en pensez, les réformes qu'on propose actuellement? Et donc, je finis avant de parler de réformes, en disant que les autres sont des États tout simplement normaux. Sérieux. C'est des États avec des citoyens normaux qui comprennent que pour aller au développement, la population doit se faire représenter et il y a une sorte de pacte social entre la population et ceux de qui... Mais comment eux, ils acceptent? Comment les Français parviennent à accepter les résultats sans contestation? Non, mais c'est ce que je plante comme décor en vous disant que la population s'est choisie ses propres représentants. Les initiatives de ces représentants sont automatiquement consommées par le peuple. Ce qui fait que le message est beaucoup plus facile. Mais que chez nous, nous sommes des sous-États. Nous sommes des sous-démocraties. Où c'est un groupe de 3-4 personnes. Les élections de 2018, madame, les gens ont une mémoire courte. Nous avons rappelé que la majorité au pouvoir aura 350 députés. Et qu'on va s'organiser pour prendre 150 et dispatcher. Et la plupart des fois, parfois, on fouillait des gens qui se sont présentés ou représentés sous la liste de l'opposition, mais que c'est des agents de service. En fait, qui sortent avec les tickets de l'opposition, mais que c'est la majorité élargie à 400 députés. Parce qu'en fait, ils savent que la conséquence, on ne peut prendre aucune réforme qui va dans le sens du peuple. Et c'est à ce niveau-là que j'en appelle à notre peuple, parce que le peuple est amorphe. On s'est limité dans ces pays uniquement à des injures, à des ceci. Combien de gens ont des bureaux d'études, combien de gens réfléchissent fondamentalement sur notre devenir en termes de peuple et qui voter demain. Des gens qu'on vote, c'est qui? C'est les journalistes qui se mettent à insulter les gens à longueur de journée. Quelqu'un a une émission de 2 heures de temps, et il filme tout ce qui ne va pas, il insulte les gens, on lui donne l'argent pour insulter telle personne. Non, à côté de la moto, les gens sont dans des agglomérations pareilles, qui deviennent demain des députés. Et quelqu'un doit apprendre non seulement à comprendre c'est quoi une loi, mais aussi, il y vient dans un parlement où il doit tout de suite acheter une maison, il doit s'acheter une paire de chaussures, il doit filmer la voiture, il doit chercher une copine métisse, et les gens sont dans une sorte d'érosion des valeurs fondamentales. Vous parlez de réformes, madame. Dans ces pays, combien de gens comprennent ce que ça veut dire des réformes? C'est aussi ça la problématique. C'est quoi les réformes? Commençons par ça. Ok. Je vous donne un exemple pour aller dans une approche pédagogique. Okay. Nous avions hier, par exemple, une plénière avec un bureau, plus ou moins 13%, ou plutôt 13 membres. Est-ce que, madame, aller à une élection avec un bureau de 15 membres signifie qu'on a fait une réforme? C'est des réformettes qui n'influent nullement sur les décors. Les postulats qu'on plante au travers de toute réforme, c'est d'abord d'accéder à la vérité électorale. 2, de faire que la vérité des urnes ait moins de problèmes dans sa confection. Ça signifie que le peuple sait
qu'on a élu Mme Paulette Kimoutou, on a élu Laurent Onyemba, et donc, même si il peut y avoir des petits soucis, mais qu'on ne peut pas, écorner, en fait, gratter sur la vérité. C'est comme ça que vous pouvez entendre des concepts tels que, écoutez, quels que soient les problèmes qui puissent naître de ce processus, mais que la vérité n'a pas été entamée. Mais est-ce qu'on est fier qu'au terme d'une élection, que des pays comme la France nous disent non, au Congo, il n'y a pas eu élection, il y a eu tripatouillage des résultats, et 48 heures après, ils reviennent pour nous dire non, au Congo, il y a eu une solution à l'africaine. Ça veut dire, autrement, que c'est une vaste opération de nomination jusqu'au sommet de l'État. Mais la notion de la démocratie loge en soi un secret, c'est la redevabilité. Mais si la personne qui est plantée là, au nom des accords secrets, comme vous avez entendu, encore que ces accords, vous savez, on ne les cache pas éternellement. Il y a des gens qui sont en prison. Henri Magie est en prison. Bon, je ne sais pas si ce qu'il a dit était vrai, mais Henri Magie a quand même démontré à un moment donné qu'il maîtrisait quelque chose par rapport à l'accord. Mais est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'a pas été désigné par le peuple, vous allez lui demander de revenir dans une redevabilité? Il va dire, mais écoutez, ce pouvoir, je sais de qui je le tiens, et c'est à lui que je rencontre. Et donc, les réformes en soi doivent aller. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de la réforme. Mais c'est une utopie, c'est une masturbation politique de croire qu'on peut faire une réforme seulement au niveau de la loi électorale et omettre le fait que l'arbitre lui-même est un 12e joueur. Parce que l'arbitre a été installé en violation du consensus. Si Malonda Ronsard a été recalé dans le même contexte et Mabunda n'a payé le prix, dites-moi pourquoi on devait donner un chèque à blanc à Denis Kadima et un chèque vierge à Mbosso qui a fait la même chose. Nous sommes nous-mêmes en train de construire nos monstres. Nous sommes nous-mêmes en train de construire notre déshonneur et nous ne pouvons pas demander demain que d'autres entités étatiques nous respectent parce que nous sommes déjà incapables au niveau interne de laisser le peuple se choisir ses propres représentants qui peuvent confectionner des réformes dans le sens de planter un décor pour notre développement. Madame, il n'est pas normal, Comment vous voulez que dans un pays où, je donne un exemple de l'UDPS, avec 12 députés nationaux, et ils sont partis à la compétition des sénateurs, ils n'ont pas eu un seul sénateur. Le principe, c'est que la corruption est en fait notre mode de vie. Et cette corruption va du haut en bas. On ne peut donc pas imaginer, fondamentalement, que les gens se cachent derrière des concepts comme la révision constitutionnelle, derrière des concepts comme une CENI rénovée, avec des fausses réformes, en réalité, qui sont taillées sur mesure en vue d'orienter la vérité vers un camp. Les CC et l'Église catholique veulent revenir... non, ce n'est pas les CC, c'est la SEMCO. Et les CC qui veulent revenir dans la rue parce qu'il n'y a pas de consensus. Les gens disent, mais consensus, pourquoi? Parce que beaucoup disent qu'ils doivent parler dans les institutions, pas en dehors des institutions. Quel est votre avis par rapport à ça? Madame, déjà, il y a un problème d'honnêteté politique. Les institutions sont ce qu'elles sont. Nous avons encore une plaie démocratique. Qu'est-ce que vous faites de Martin Fayulu? Restons dans les institutions. Nous nous inclinons, c'est très bien que le débat se passe au sein des institutions. Mais il y a une frange de Congolais, pas minimisable, qui estime que Martin Fayulu, ça peut peut-être être ton point de vue comme le mien ou de quelqu'un d'autre, à gagner les élections. Nous n'avons jamais réussi à résoudre ces problèmes. Je suis légaliste, le chef de l'État s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais que nous n'avons jamais réussi à confectionner fondamentalement un compromis sur ce que nous faisons des résultats de 2018. Et je vous ai démontré que les cadres juridiques et politiques de ce que nous avons comme centrale électorale est en fait le fruit d'un consensus à l'origine. Et que les mécanismes de nomination ou de désignation de ces animateurs violent fondamentalement aussi bien la charte de la structure qui en a la charge, mais aussi ça touche les sensibilités de tous les opérateurs politiques.
Quand vous voulez que le débat se fasse au sein des institutions sans dégager un compromis, nous faisons le 2018 bis. En quoi cela nous avance? Parce que nous allons encore dans les mandats qui arrivent prendre 2 ans pour trouver un consensus et ça profite à 2-3 individus qui disent non, non, écoutez, nous n'avons pas d'argent, vous connaissez la chanson, hein? C'est toujours comme ça entre la CENI et le ministère des Finances. Tel a dit nous avons décaissé, tel dit nous n'avons pas encore reçu. Mais comment vous voulez que les papas qui donnent les moyens, disent avoir donné les moyens pour que la cuisine soit rapidement faite, la maman qui perçoit l'argent dit écoutez, je n'ai pas reçu l'argent depuis 1 mois, et l'enfant qui est censé attendre ce repas, quelle est la garantie qu'il a qu'il va manger avant 20 h? Donc en réalité, il faut dégager un consensus. Nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt ni de la démocratie, ni de notre pays à faire le forcing. Le consensus ici, ce n'est pas nécessairement au niveau de la loi électorale. Au niveau de l'ensemble, nous avons fondamentalement fait nos propositions. On vous a écouté? Non, mais c'est pourquoi je vous ai dit, avec cette majorité mécanique, tenue des mains des maîtres de la manière que vous connaissez, personne ne peut croire qu'un point de vue va passer au niveau de la loi électorale. Si ce n'est justement un point de vue de l'union sacrée, et l'union sacrée, pas l'union sacrée au sens du consensus qui a été dégagé au chef de l'État au départ de Moïse, plutôt du président Joseph Kabila, fondamentalement, mais l'union sacrée au sens de ceux qui ont pris les institutions en otage et qui téléchargent un groupe de députés à coups de billets. Et donc nous pensons, un peu comme le FCC, le débat va se passer fondamentalement au niveau de la Chambre basse du Parlement. Le débat va remonter au Sénat, mais que nous devons, pour l'intérêt supérieur de la nation, nous parler. Nous avons entendu, absolument. Le débat n'est pas, l'État n'appartient pas seulement aux institutions. Qu'aux institutions. Il y a la société civile, qui aujourd'hui, en toute honnêteté politique, n'est pas représentée au Parlement. Le débat n'appartient pas seulement qu'à 2-3 personnes qui ont été nommées par une CENI. Le débat appartient à la classe politique. Ma maman qui est à Katakokombe, qui est à Kachobwe, qui est à Kabeyaka Manga, qui est à Idiofa, a besoin de savoir que des gens qui vont venir demain vont devoir être des gens qui vont être désignés. L'arbitre qui va désigner ne va pas être l'arbitre qui va jouer pour un camp. Mais qui soit neutre. Qui soit neutre. Et donc, le consensus ne va pas seulement se limiter à la loi électorale. Déjà, nous entendons des velléités des pseudo-juristes, excusez-moi le terme, qui veulent récupérer ce que vous avez entendu hier des pères et des mères à mettre dans la loi électorale. Nous avons entendu des velléités des gens qui veulent faire de la révision constitutionnelle les leviers des changements de république en vue de faire recommencer république, je pense. Justement, ça ne passera pas. Les Congolais souffrent. La situation politique est chaotique. Les colonnes de Congolais sont devant les stations, même avec de l'argent. Nous n'avons pas un marché du fait des velléités de la mauvaise gouvernance de quelques individus. L'eau n'est pas à la pompe, même quand elle est là, elle est sale. Très sale. Le courant est un visiteur inutile. Avec ce courant-là, même un enfant de 2 ans ne peut pas mourir, même s'il tient à, je ne sais pas moi, quel câble haute tension. Le courant est fort que quand il doit tuer nos mamans à Matadi-Kibala. Lors de la régie des eaux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est rouge, c'est comme si elle provenait directement. Au-delà de toutes ces considérations, c'est incroyable. Au-delà de toutes ces considérations, c'est l'argent du trésor public des Congolais qui est utilisé pour des faux projets qui ne profitent à personne. Toutes les maquettes que j'ai publiées. 30 millions de dollars pour commenter. Vous avez vu toutes ces maquettes que j'ai publiées. Ça va se faire ou je ne... Madame, toutes ces maquettes sont focalisées à 30 Kinshasa. millions de dollars pour commenter des routes. Il n'y a aucune maquette pour le Congo. Et vous pouvez vous imaginer qu'avec 30 millions de dollars, on peut avoir 30 kilomètres de route de Kinshasa. Nous ne serons pas aisés. Aujourd'hui, la population qui reste dans les quartiers de Mimosa, Brikin, Mboudi, les périphériques. c'est plus de 3 millions. Il n'est plus possible de rester à Mimosa et d'avoir un enfant à Loupion ou à l'école belge. Parce que tu quittes la maison à 5 heures, tu arrives à Kitambo à
à 10h, 11h. C'est incroyable. Que font nos dirigeants? L'argent des taxes, il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui, M. Zico, le représentant des motards, pour avoir dénoncé le fait qu'il y a des détournements des taxes, ok, des taxis-motos. Qui a fait le bilan? Eux payent aussi. Ah, mais absolument. J'ai vu l'honorable Moukeba, il a fait la démonstration sur combien d'argent dégage ces taxes par an. C'est à peu près C'est plus de 14 millions de dollars. Waouh. Mais alors, si nous sommes un pouvoir, si nous sommes des responsables qui ne voulons pas rendre compte, qui pensons que quiconque va devoir dénoncer, va devoir demander des explications parce que c'est la redevabilité, il doit aller au parquet, il doit aller en justice, il doit être arrêté, il faut qu'on y mette des mandats. Alors, nous sommes où? Les gens ont peur de dénoncer. Mais madame, les enseignants souffrent. Mais ils ont une augmentation de salaire avec la gratuité, non? Nous avons démontré je ça va mieux, non? Je salue fondamentalement. Les fonctionnaires ont été augmentés. Je salue fondamentalement parce que, tu sais, il ne faut pas faire de l'opposition pour l'opposition. Quand il y a des efforts fondamentaux qui sont décorés, il faut les souligner et encourager les gens qui le font. Et c'est pourquoi je profite pour saluer ce qui est fait par Jean-Pierre Liao. Parce que, rappelez-vous, depuis Mboudi 1, Mboudi 2, je ne sais pas moi encore, Maluku 1, Maluku Mbola Lodge 1, Mbola Lodge 2, jamais le fonctionnaire n'a vu quelque chose de faire dans son actif. Une petite augmentation, quoi. Et aujourd'hui, en synergie avec le ministre Tony Mwaba, nous avons vu que l'enseignant va dans le sens de se retrouver. Moi, je suis fonctionnaire, Laurent Onyemba, chef de travaux d'université. Mon traitement, mon salaire de base est de 110 000 francs congolais. Je l'ai dit. Mon salaire de base est de 110 000 francs congolais. 50 $. Avec une prime à peu près de 500 000 francs congolais. Ah, ok. Dites-moi, madame, vous avez deux enfants qui étudient à Loupio où on paye 3 000 $ le mois. Ils étudient comment? Vous mettez le carburant comment? Madame va au marché comment? Vous voyagez comment? Mais alors, on nous a dit qu'il y a suffisamment de moyens maintenant. On nous a dit qu'il y a un surveillant, ou bien comment on l'appelle les gendarmes des finances publiques. Mais qu'est-ce que cela a pu avoir comme effet sur le budget et les vivres du quotidien congolais? De plus en plus, la situation est chaotique. Et je vous dis, madame, le jour où les gens qui sont à Kimbanseke et Ndjili vont décider de nous envahir à Gombe ici, 7 millions de Congolais viendront pour dire non, non, vous devez nous rendre compte sur votre boulevard avec vos femmes, avec vos alimentations. Nous serons dans la guerre civile. Mais ça touche à la sécurité publique, à la sûreté de l'État. Et donc, un ministre, un responsable, qui ne va pas dans le sens de faire des réformes, pour proposer de nouveaux paradigmes, changer le narratif de gouvernance, en vue de prendre des résultats, pas de discours. Les Congolais n'ont plus besoin de cravates et de discours. Le Premier ministre grec a enlevé la cravate. Il a dit, pour autant que je n'ai pas trouvé de solution, je ne mets pas la cravate. Mais regarde les paradigmes qui nous sont proposés. Pendant que le Congo n'a pas un avion, vous pouvez aller à Lubumbashi et attendre 2 mois pour trouver l'occasion de venir à Kinshasa. Pour arriver à Kindu, ce que Matata Ponyo a laissé, avec les infrastructures sûres, même des tapis à Kindu, pour arriver à Kindu aujourd'hui, il faut passer par Goma et aller prendre des petits porteurs qui vous déposent à Kindu. Mais au même moment que nos responsables préfèrent payer 100 000 $ pour un jet, et au retour, il a du Berluti dernière série, c'est 12 000 €. Il a une montre de 120 000 $, ou que quelqu'un s'affiche avec une femme qui a un bijou de 100 000 $. Mais à dire que ce ne sont pas des héritiers. Nous allons à l'Est. À un moment donné, c'est révoltant. Oui, c'est révoltant. C'est révoltant et nous allons dénoncer avec la dernière énergie que personne n'a amené une mallette d'argent de sa grand-mère. C'est l'argent du trésor public et malheureusement le Parlement qui devait être le cadre du contrôle de l'action du gouvernement est devenu une caisse de résonance. Le ministre de l'économie est tombé quand même, Laurent. Madame le ministre de l'économie n'est qu'une victime collatérale. Et je pense, en toute honnêteté, que c'est Bahati qu'on vise. Ça n'a jamais peut-être été Kalumba. Vous connaissez que le billet d'avion est revenu dans ces pays
à un prix acceptable. Vous savez qu'il y a eu un débat autour des poissons, c'est ça? Des poissons. Mais les gens disent tout, sauf la vérité. Vous savez qui vient chercher l'argent dans les ministères? Aujourd'hui, il y a un gouvernement parallèle. On peut vous donner 6 millions pour donner aux Namibiens pour les poissons, mais Kalumba ne va jamais dire combien il a donné à 2-3 personnes pour que ce projet passe à la présidence ou à la primature. Nous sommes dupes, nous sommes des aventuriers dans ce pays. Combien de projets vous allez chercher un prêt, on vous dit à l'origine vous déposez, d'abord vous voulez avoir 100 000 $, vous déposez 200 000 $. Combien de Congolais ne savent pas? Combien de Congolais ne savent pas que pour se faire payer l'argent au niveau du ministère, tel ministère ou tel autre, vous avez l'obligation de dire que vous devez laisser 30%. Combien de Congolais ne savent pas qu'aujourd'hui, pour obtenir une décision judiciaire, il faut faire un coup de fil? Combien de Congolais ne savent pas qu'aujourd'hui, pour que le dossier passe au budget, vous devez donner une procuration pour dire « j'ai vendu ma dette ». Combien de Congolais ne savent pas que pour que le dossier passe à l'OGEDEP, vous devez absolument faire des garanties pour qu'on puisse certifier la dette? Nous sommes malhonnêtes, pourquoi? Quand on arrête les constructeurs de ceux de moutons, les Blattner et tous les autres, qui ne sait pas que pour que le dossier vous soit attribué, vous remettez parfois 40%, mon Dieu. Nous sommes malhonnêtes. Et il faut les dénoncer avec la dernière énergie. Okay. Et j'ai dit au chef de l'État, quand vous êtes le garant de la nation, que vous devez avoir tous les services qui vous disent la vérité. À un moment donné, les belles promesses, les bons discours, toutes les mesures. Mais il a dit un jour au Parlement, je cite, il a cité 7 fois le président du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans et demi du pouvoir de Félix Tshisekedi. Que font les magistrats qui prennent l'argent? Pourquoi ils continuent à être dans leurs fonctions? Est-ce que le problème, c'est au niveau de la magistrature suprême, plutôt du Conseil de la magistrature, on n'a pas fait de propositions, ou le président n'a pas le temps de voir que ce que le Congolais dénonce comme manigance au niveau de la justice, il n'y a plus de garantie entre la justice et le climat des affaires. Entre le climat des affaires et le développement, c'est juste des charnières. Merci. La télé, c'est le temps. Nous prenons un autre dossier, Laurent Nimba, la question de l'Est. Nous commençons par la dame Deborah Kayembe qui avait posté quelque chose et qu'aujourd'hui, elle risque de perdre son job comme recteur à l'université d'Edinburgh. La question de l'Est, Laurent Nimba, le président est allé là-bas, il y a eu une rencontre avec les autres présidents, mais Kagame n'était pas là. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que notre participation ou le fait que nous soyons aujourd'hui dans cette institution de l'Est qui regroupe le pays de l'Est est une façon pour nous aussi de régler cette situation? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recommandations comme une force spéciale de tous ces pays qui doivent venir en RDC pour nous aider. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de recommandations, mais ça ne finit pas cette situation de l'Est. Madame, 3 considérations. La première, c'est que il n'y a aucune armée qui va se substituer à l'armée congolaise, qui du reste a une mission constitutionnelle de défendre l'intégrité du territoire national et défendre le Congolais. Notre problème est d'abord interne. Ne voyons toujours pas les diables partout. Ne soyons pas de ça. Jean-Paul Sartre a dit l'enfer c'est l'autre. Nous pensons que le problème du Congo, c'est comme ça qu'au niveau d'ensemble, la question de la défense, la question de la sécurité est en fait au cœur de nos discussions de tous les jours. Parce que nous pensons avec Moïse Katumbi que nous allons proposer et faire de la sécurité du Congolais notre cheval de bataille. Il est temps qu'on quitte le discours de dire toujours faire du Congo, cette terre, mettre la question militaire prioritaire. Non, non. Nous pensons qu'il faut un dialogue. Le dialogue franc avec tous les partenaires. Nous sommes sur un territoire national convoité. Et l'infiltration... Ne pensez pas nullement... On dit qu'on est trop infiltré, l'armée est infiltrée, les institutions... Madame, depuis que nous avons connu toutes les opérations, d'abord, nous remontons jusqu'à la naissance de Maï Maï. Nous allons à l'avènement de l'AFDEL, brassage. Nous allons avec toutes les opérations, Amani et ceci, et arriver les RCD, et brassage, et puis émission d'armée, ceci, tout ce que vous voulez. Et on est arrivé à Makenge, et puis c'est Moutebousi et tous les autres. Maintenant, c'est Bissimois et les autres. Quel est le travail sérieux de purge qui s'est passé dans notre armée? Nous avons une armée
avec plus de 200 généraux. 200 généraux. Plus de 200 généraux. Vous connaissez une armée en Afrique qui a plus de 200 généraux? Quelqu'un qui est au niveau des services militaires peut vous dire, de sécurité, peut vous dire quels font ces généraux pour qu'ils construisent des immeubles à Rutshuru, à Ituri, à Kinshasa et ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quels font ces généraux pour que un général ne peut pas faire le commerce? Est-ce qu'avec les soldes qu'ils ont ou la prime, ils peuvent avoir tout ce que nous voyons dans notre pays? Le travail devait être fait à ce niveau-là. La question de l'Est est une question à double ou à triple dimension. La première dimension, c'est que nous avons une armée faible et qui coopère avec l'ennemi. Il y a des responsables... Pourtant, on nous dit que l'armée est forte, classée parmi... Non, non, madame, la force d'une armée, ce n'est pas dans les revues. Dans les 10 armées africaines. La force d'une armée ne peut pas être dans les revues. Moi, je souligne les efforts parce qu'il y a de nos compatriotes, et je salue la mémoire de ces compatriotes qui meurent au front, qui nous défendent tous les jours. Parfois, dont les enfants n'ont pas mangé. Les enfants n'ont pas été à l'école. Pendant qu'ils sont au front, ils apprennent que les enfants sont chassés du camp Kokolo. Je dois saluer la mémoire de ces compatriotes. Et j'en appelle au chef de l'État absolument à mettre suffisamment de moyens pour que le militaire soit ne fût qu'informé que sa femme mange, que ses enfants vont à l'école. C'est une motivation. Les efforts sont fournis, mais que ce n'est pas encore suffisant. Deuxième considération, c'est au niveau de la sous-région. La zone de l'Est est devenue une réserve mondiale. De quoi? Non, mais de tout ce qu'il y a comme ressources. De matière stratégique. Et les pays voisins ne peuvent pas vivre sans nous. Et cela appelle une diplomatie qu'il faut changer de paradigme. Pas une diplomatie de la sous-traitance en pensant que c'est l'ambassadeur américain qui va devoir résoudre nos problèmes. Nous devons aller à la bourse de Londres avec une diplomatie, mais nous devons proposer. Il faut aller avec quelque chose pour vous dire, mais vous avez besoin de cassiterite. Mais il ne faut pas venir installer votre usine au Rwanda. Les Rwandais n'ont pas cette matière. Venez au Congo. Mais quand les investisseurs viennent au Congo, pour qu'ils obtiennent un MOU, les ministres vendent 150 000 $. Pardon? Les mémorandums d'attente sont vendus. Les mémorandums d'attente sont vendus dans des ministères. Nous avons la forêt la plus importante, si ce n'est pas la deuxième. On nous a dit des espaces. Au moment où on donne l'argent à Brazzaville, qui est carrément comme une cité de Congo, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que fait la diplomatie environnementale? Aujourd'hui, c'est un sujet de débat en France. L'écologie aujourd'hui. L'écologie est au cœur des débats politiques. Nous avons une politique d'essai-erreur, une politique de sous-traitance. Nous pensons encore à peine connaître ce que ça veut dire la vente de crédit carbone. Mais les gens sont au gouvernement. Ils y mettent des costumes, ils y mangent, ils prennent les avions en business, ils rentrent. Nous avons aussi un problème d'expertise. On ne manque pas des experts en RDC. Et donc je pense, non mais les experts viennent d'où? On ne manque pas des experts. Les experts sont là, mais vous savez comment on arrive au pouvoir dans ces pays. C'est le fruit des 2-3 personnes qui vous désignent ministre et vous avez rendre compte chaque 2 semaines, il faut donner 100 000 $ à telle personne, madame. Mais nous avons des internationalistes. Je peux vous citer un professeur que j'ai suivi à TV5, le professeur Mouyembe. Je crois que Moulaï, il a quelque chose comme ça. Mais des savants sont là en train de mourir. Il y a des spécialistes des questions de géostratégie. Mais pas plus tard qu'hier, parce qu'on a parlé un jour d'Union sacrée, ou parce qu'on a parlé un jour de FCC, nous avons fait partie des stratèges ou des spécialistes comme les Sele Yalagouli, le Guillaume Pépé Manjolo. Oh, ils sont partis, malgré les expertises, parce qu'on a estimé à un moment donné qu'il faut finalement donner le pouvoir à un groupe de gens. Et donc la question, je termine, la question de l'Est, ça c'est le niveau, j'ai parlé de l'armée au niveau interne et nos réformes pour que finalement l'armée ait des moyens, mais aussi mettre hors d'état de nuire tous les généraux et responsables affairistes au niveau de l'armée. J'ai parlé de la diplomatie qui doit absolument au niveau de nos minerais, aller à la diplomatie des résultats. Discuter avec les partenaires, avec tous ceux qui sont intéressés par les minerais de l'Est pour leur dire arrêtez d'utiliser les groupes armés parce que vous vous rappelez à un moment donné,
on a pu intercepter des hélicoptères avec des minerais, avec des sacs de minerais. Même des camions. Vous avez vu un procès à Kinshasa ici, avec des minerais, et puis on a dit qu'on a déposé à la Banque centrale, on a vendu, l'argent est rentré à la Banque centrale. Ça s'est passé la nuit entre ceux qui vont dire le droit et quelques trois autorités qui en ont pris les pots de vin. Troisième chose, il faut une discussion franche. Adhérer à des structures, ce n'est pas la solution. Pour adhérer à ces structures, vous devez justifier d'une force. Mais Kagame a un jour dit, vous vous rappelez, il a dit, s'il prend une semaine avec la guerre de l'Est, il règle le problème. Il l'a dit. Exactement, il l'a dit. Il a d'ailleurs dit encore tout dernièrement ici que le problème du Congo, c'est entre Congolais, on doit... Et donc, il tient des propos assez forts. Et donc, le fait que Paul Kagame ne vienne à Nairobi, c'est en fait vous dire que... Pourquoi il n'est pas venu? Non, mais c'est un message pour vous dire qu'il ne va pas remplacer votre incompétence par son expertise. Il ne va pas créditer, votre réunion par sa présence. Il vous a envoyé un ministre des Affaires étrangères. En langage diplomatique, c'est comme pour vous dire que c'est celui-là qui est votre ami. Moi, je ne suis pas votre ami. Et vous savez que les commandes élémentaires l'ont dit. Adolphe Mouzito a fait une démonstration savante sur comment résoudre la question de l'Est. OK? Et vous connaissez qu'il y a eu des populations qui ont fait des vidéos pour soutenir l'argument selon lequel, ou l'argumentaire selon lequel, à chaque moment que les M23 sont en difficulté, ils ont une base arrière dans un pays voisin. Ce n'est donc plus un secret de polichinelle que d'affirmer que les M23 sont soutenus. Il y a dialogue à Nairobi, le chef de l'État reçoit quelques groupes armés, nous... Non, mais c'est quand même aussi scandaleux. C'est quand même aussi scandaleux que le chef de l'État aille discuter avec des rebelles à Nairobi. À Nairobi. Et je me demande, à haute voix, qui en a fait la demande. Le M23, on ne me dira pas que... C'est le M23 qui a fait la demande. Non, mais alors, si c'est le M23 qui ont fait la demande, à quel moment on a élargi le M23 à tous les autres groupes négatifs? Kagame, d'ailleurs, ils ont dit qu'il doit parler avec qui a travaillé et qui fait ce travail-là? Mais les présidents, les présidents des pays de l'Est... Quelle est la psychologie d'un général au front qui apprend que son chef d'État est en train de discuter avec l'ennemi qui vient d'abattre 2-3 Congolais il y a 2 jours? On nous donne l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. On a dit la guerre se fait, mais il y a quand même des dialogues sous coulisses. Non, madame, c'est un mauvais exemple. La Russie et l'Ukraine se parlent avec d'autres... Franchement, c'est un mauvais exemple parce que la Russie est un État et l'Ukraine est un État. Et donc, les voies diplomatiques traditionnelles existent et que vous ne pouvez pas confondre les groupes négatifs. C'est comme ça qu'on les a appelés des rebelles contre qui on combat depuis une vingtaine d'années et que notre chef d'État aille discuter tête à tête avec ces gens, les identifier même, sans que le Congolais soit au courant. Ça devait normalement passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Nous devions savoir jusqu'où, quelle est la frontière de décisions qui vont être prises par notre chef d'État. Le chef d'État, c'est notre père. Il ne peut pas décider pour nous, sans nous dire, sans nous consulter. Et sur cela, il est le garant de la nation, nous savons. Il a tous les pouvoirs, tous les leviers, c'est le magistrat suprême. Ok, c'est le commandant suprême. Le commandant suprême aussi. Mais le commandant suprême, il n'y a pas de commandant sans troupes. C'est aussi de l'alchimie élémentaire. Et donc, nous pensons que nous attendons le résultat, mais que jusque-là, nous sommes sceptiques quant à ce dialogue. Sans Paul Kagame, il n'y a pas de solution, Élysée, dans mon regard. Sans Paul Kagame, il n'y a pas de solution. Pas du tout. Wow. Il y aura un autre mixage, un autre brassage Madame, le mixage ou brassage, c'est des mécanismes d'infiltration organisés par les États. Nous n'avons qu'une armée qui va être constituée de Congolais qui acceptent de décider d'aller défendre le territoire sous le drapeau. Et je propose d'ailleurs une réforme, que tout le monde à 15 ans, comme à Kigali bien sûr, qu'on ait une école militaire. Pour que demain, comme on fait en Ukraine, si l'État est attaqué, que chaque Congolais soit en même de défendre le territoire, parce que nous n'avons pas un autre territoire que celui-ci. Nous allons aller au Katanga. Il y a dialogue aujourd'hui entre les différentes forces vives du Katanga et du Kasaï pour essayer d'apaiser un peu la tension, la situation tendue là-bas. Pour vous, c'est une bonne chose. Le dialogue est africain, hein, il faut tout le temps dialoguer quand il y a des légères tensions. Hein. Bon, écoutez,
D'abord, je ne connais pas ce que ça veut dire dialogue parce que nous ne sommes pas au courant. Oh, vous ne savez pas qu'il y a quand même... non. Mulunda, quand même, Goy Mulunda est sorti pour apaiser la situation. Je voulais dire que dialoguer, c'est une valeur. En démocratie africaine, la notion de l'arbre à parable est toujours enseignée. Mais le problème, c'est justement au niveau de... Pourquoi on dialogue? On dialogue pourquoi? Mais il y a une certaine tension au Katanga, non? La tension, c'est entre qui et qui. Vous voyez ma dialectique? Les problèmes sont au Kivu, les problèmes sont au Sankuru, les problèmes sont en Ituri, les problèmes sont au Bas-Congo. Mais pourquoi uniquement le dialogue au Katanga? Il n'y a pas très longtemps ici, on a déploré les propos, et j'ai eu de toller les propos de Mme Munongo sur votre plateau. Mais je pose la question, quand un premier ministre fait le déplacement du Katanga et n'amène que des ministres katangais, quel est le message, par exemple, d'un territoire duquel il n'y a pas un ministre au gouvernement? Parce que les gens prennent la notion du tribalisme dans les pinceaux ou dans avec des pincettes. À partir du moment où le chef du gouvernement estime que pour aller au Katanga, pour aller à l'Équateur, pour aller au Sankuru, il faut amener des ministres sankourois. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Non, mais je vous ai dit que dans la suite du Premier ministre, il y a Mme Adèle, le ministre Katanga, monsieur du portefeuille, il y a Mme la vice-ministre de la Santé, il y a monsieur le ministre d'État au plan, Mwando Simba. Maintenant, quelqu'un qui est à Mbujimaï, qui apprend qu'il y a un dialogue, tu as vu ma dialectique maintenant? Le dialogue, c'est entre Katangais, où le dialogue, c'est comme un impératif de paix entre les Congolais. La question devait se traiter à Kinshasa, au sein des institutions. Nous nous posons la question sur la nature juridique de ce dialogue. Est-ce que le dialogue est entre les Kassaïens et les Katangais? Quelle est l'opposabilité de ces résolutions par rapport à Nonyemba qui vient de Sankuru? Quelle est la priorité ou la priorisation de ces conflits? Ou quel est le message voilé? Et à Makala, des compatriotes qui croupissent avec leur famille du fait de la liberté d'expression consacrée dans la Constitution. Même les bénéficiaires comme Jacques Ndala et Barnabé et les autres de la grâce présidentielle qui ne sortent pas du fait de la décision d'un coup de fil d'un individu. Vous pensez que leur frustration valent moins que la vie du pasteur Ngoy Mulunda, contre qui je n'ai finalement rien de haineux, pas que j'estime que c'est un pasteur, il peut avoir aussi utilisé son droit de parler. Nous devons être réalistes. Le vrai dialogue, madame, que les Congolais attendent, c'est donner des solutions à la misère. Le vrai dialogue, donner du transport aux Congolais. Le vrai dialogue, c'est donner à manger aux Congolais. Le vrai dialogue, c'est confectionner une justice équitable. Le vrai dialogue, madame, que les Congolais attendent, c'est donner de l'emploi, avoir un salaire décent, voir les enfants aller à l'école. Vous avez entendu un jour en France, on a dit il y a un dialogue. On fait des dialogues pour manigancer avec la volonté des compatriotes. Nous pensons que s'il y a démocratie, si même le patient Bemounda va en prison, mais qu'il est conscient, ou qu'il a été démontré que ce qu'il a dit n'a pas été teinté de politique pour qu'on l'amène en prison, même sa femme va aller lui laisser le foufou, mais en disant, bon, Mobile Nanga a Salaki Mabé à côté prison. Mais à partir du moment où on sait que la manière de l'arrêter n'a pas été orthodoxe, la conséquence, avant qu'il ne termine la durée de la prison qui lui a été impartie, il faut dialoguer. Si on sait que on a arrêté telle personne, pas parce que la politique s'y est invitée, mais parce qu'il a volé, il a détourné, il a violé, il est allé en prison, personne ne va le refuser. Mais pas dans des mesures, je voulais dire à dimension variable, ou avec des demi-mesures que vous allez trouver la paix. Je donne un exemple. Comment vous pouvez justifier que Matata Pogno, un exemple, pas parce que je l'ai défendu, un Congolais,
poursuivi pour un dossier X, malade, alors que quand le dossier éclate, il est à l'étranger pour revenir. Il y va devant les juges, d'abord avec 2 réquisitoires contradictoires. On lève les immunités pour telle procédure, mais on les défère devant les juges pour telle autre. Et la Cour s'exprime en déclinant son incompétence. Et il veut aller enterrer sa sœur. Il ne va pas à l'étranger. On le lui refuse. Il veut aller se faire soigner à l'étranger. On le lui refuse. Mais que les mêmes autorités accordent la possibilité de sortie à un autre Congolais qui, lui, est condamné. OK? Au premier et au second degré, il est en cassation. Je n'ai pas dit que je suis contre, il faut toujours souligner, je n'ai pas dit que je suis contre que mon aîné, mon parent, aille se faire soigner. Mais du point de vue de la consommation publique, comment vous vous justifiez? Quelles sont les garanties que vous avez reçues que ma tante ne va pas revenir ou qu'il va se soustraire, mais que tel autre Congolais va revenir? Au même moment que le vice-président de l'Assemblée nationale a un problème de genou, mais il a l'autorisation d'aller se faire soigner. Mais vous voulez me dire que demain... Avec quelques conditions. Vous voulez me dire que demain... Non, mais ma tante a répondu à toutes les conditions. Vous voulez me dire que demain, la population de Kindu n'est pas frustrée? Mais pourquoi on ne fait pas le dialogue pour arranger avec la population de Kindu? Ça veut dire que le dialogue n'a pas d'essence équitable. Le dialogue cache des arrangements, le dialogue cache des positionnements des acteurs politiques quant aux élections futures. Tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Nimba. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Je n'ai pas posé ma question sociale, mais je vous lis quand même le tweet de Jefté qui cita: la nouvelle carte d'identité nationale sera composée de 26 informations personnelles de son porteur, dont 16 seront visibles à l'œil nu et 10 lisibles de manière électronique ou numérique. Cette carte aura une validité de 10 ans. La nouvelle carte. Vraiment, accordez-moi 2 minutes. Je voudrais poser la question à Laurent Nimba. Pour cette nouvelle carte d'identité, doit-on élaguer secteur, territoire, tout ça pour la cohésion nationale? Doit-on... Madame, j'ai vu la structure qui est créée pour cette question, plutôt les spécimens. Bon, moi j'estime humblement que les tares qui étaient dans la carte pour citoyens du Zaïre devraient être élagués. Okay. Comme quoi, par exemple? Paulette Kimoutou, 6 avenues, ceci, cela, mais originaire de... On doit enlever ça. Hein. Chefferie, secteur, ce dont on a besoin, c'est que vous êtes Congolais. Mais cette structure vient résoudre quel problème? Elle va prendre combien de temps, cette carte? On a dit une validité de 10 ans. 10 ans, non, mais... Ah, pour confectionner ça, on a dit avant les élections. Avant les élections, ça sera prêt. Pour combien de temps les Congolais auront cette carte? Et quelles sont les garanties de la viabilité de la carte? Et moi, ma crainte personnelle, c'est que, comme on a accordé beaucoup de certificats de nationalité à des Congolais, des cartes d'électeurs et de passeports, que la carte soit une autre... façon de brader la nationalité. Une autre façon, si ce n'est pas de brader la nationalité, mais alors je voulais trouver les mots appropriés, mais en fait une façon de donner... d'interdire à une certaine catégorie de Congolais l'accès à la carte et qu'elle puisse avoir de l'impact sur l'éligibilité des gens au niveau de la CENI et à la Cour constitutionnelle. Vous voulez en venir, je vois. Donc, on dira à un moment donné qu'elle ne peut pas avoir la carte que la personne qui a ceci en termes de conditions. Je vois où vous voulez en venir. Madame, nous sommes sceptiques, mais nous voulons aller aux élections. Nous voulons une démocratie, nous voulons que les Congolais mangent, mais quiconque prendra des mesures d'exclusion rencontrera les Congolais. Et nous, au niveau d'ensemble, ce qui nous importe, c'est que pour tout ce qui concerne les élections, tout ce qui concerne les réformes électorales, nous voulons d'un consensus. Nous ne voulons pas ici d'une révision constitutionnelle en vue de passer à la 4e République pour que le compteur soit à 0 et plomber à nouveau notre institution. Nous voulons que les Congolais mangent et nous avons, au travers de notre projet de société, deux solutions. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais qui m'ont suivi d'adhérer fondamentalement ensemble parce que nous avons la clé de solution des Congolais, pas de clé magique.
nous avons la terre, nous avons les intrants, nous allons donner, Moïse Katumbi donne l'exemple à Foussouka, et nous avons le cerveau. On n'a plus besoin de costumes pour que les Congolais mangent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Laurent Nimba d'avoir ouvert le bal pour cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité à la Lyon Télévision officielle. Merci à vous en tout cas. Merci encore 1000 fois. Cliquez, abonnez-vous. Nous sommes là pour vous servir. Et on se retrouvera très très prochainement.